Les régimes démocratiques sont soumis à un feu de critique dans les années 30. Dans ce contexte difficile, les politiques semblent impuissants à rétablir la situation car le libéralisme montre ses limites face à la crise systémique mondiale du capitalisme. Le communisme stalinien, cachant la sinistre réalité qui est la sienne, affiche des chiffres de production en progrès exponentiel et semble être un contre-modèle au capitalisme en voie de faillite généralisée. Les régimes fascistes ont opté pour une autarcie qui les protège partiellement de la crise économique. Par ailleurs, ils lancent de grands programmes d'équipement, autoroutes, assainissement de la plaine du Pô en Italie par exemple, mais aussi réarmement massif qui fournit massivement de l'emploi aux populations qui avaient été contraintes au chômage, notamment avec la crise de 29 en Allemagne. La France rencontre les mêmes problèmes économiques que l'Angleterre ou les États-Unis, mais dans ces deux pays, le système politique n'est que marginalement remis en cause. Il existe un quasi-consensus autour de la Constitution républicaine américaine ou de la monarchie anglaise. Il en est tout autrement en France, la Troisième République, qui croyait s'être débarrassée de ses ennemis dans les 2 premières décennies du XXe siècle, les voit ressurgir. L'Action française, organisation monarchiste et réactionnaire, est débordée par de jeunes recrues qui, tout en réactivant les classiques antiparlementarisme, xénophobie et antisémitisme, s'orientent vers des thématiques et des gestuels fascistes. Ces multiples groupes, ligues, partis ne trouvent pas de leader charismatique, il n'y a pas eu de Mussolini ou de Hitler français. Les ligues sont des organisations à objectifs limités, contestant l'état des choses. Elles ne portent pas en soi un projet global et ne se présentent pas aux élections. Elles veulent influencer les hommes politiques par l'action de rue et les campagnes de presse. Le foisonnement des ligues de droite à la fin du XIXe siècle apparaissent comme une réaction au ralliement d'hommes de droite à la République et marquent l'opposition franche d'une marge d'héritage monarchiste ou bonapartiste au projet républicain. La participation de la droite à l'Union sacrée, son accès légal au pouvoir dans les années 20, de 1919 à 1924, puis de 1926 à 1932, semble sceller la fin des ligues. Cependant, des groupes refusent cette intégration républicaine et ne voient pas dans l'Action française une alternative crédible. Ces jeunes ligues dénoncent le conservatisme de l'Action française jugé inefficace. Ils veulent aller plus loin dans le projet antiparlementaire, antisémite et antidémocratique. Leur modèle est très clairement l'Italie fasciste. La crise économique, les scandales politico-financiers, notamment la fameuse affaire Stavisky en 1934, renforcent l'audience de ces groupes qui cherchent leur modèle outre-Rhin ou en Italie, que ce soit dans l'idéologie, la gestuelle ou l'habillement. Ils reçoivent des fonds de grands patrons, dont Eugène Schuller, fondateur de L'Oréal, parce qu'il le vaut bien, et soutiennent les organisations terroristes comme la Cagoule. Cependant, aucun homme ne réussit à unir ces mouvements à la vie chaotique. Seuls les Croix de Feu, dirigés par le colonel de la Rocque, deviennent un mouvement de masse. Le 6 février 1934, plusieurs manifestations ont lieu simultanément à la suite de l'affaire Stavisky. Les ligues d'extrême droite, qui jouent un rôle très important dans l'entre-deux-guerres, notamment lorsque la gauche est au pouvoir, ce qui est le cas lors des élections législatives de 1932, forment plusieurs cortèges. Aux côtés de l'Action française et son groupe paramilitaire, les Camelots du Roi, on trouve les Jeunesses Patriotes, Solidarité Française, les Francistes, mais aussi les associations d'anciens combattants qui donnent l'assaut contre la Chambre des députés. De la Rocque refuse le coup de force et retire ses troupes, pourtant les plus nombreuses. La police rétablit l'ordre dans la nuit, causant la mort de 22 manifestants, mais le président du Conseil, le radical Daladier, est contraint à la démission. La pression de la rue a payé, un gouvernement de centre-droit, dominé par les conservateurs, est formé. Les discours anticommunistes se durcissent, la gauche réagit en organisant des manifestations qui se heurtent elles aussi à la police et à des contre-manifestants ligueurs. Le 9 août, on relève 9 morts. Une grève est déclenchée le 12 février à l'appel des syndicats, mais aussi de la SFIO et de la CFIC, c'est-à-dire des socialistes et des communistes. Avec plus d'1 million de grévistes à Paris et 346 cortèges en province et en banlieue, c'est un succès pour la gauche enfin unie. Les mois qui suivent sont aussi agités, la bataille de rue est remportée par la gauche qui reprend le contrôle de l'espace public, avec de gros affrontements au quartier latin, notamment entre les ligues estudiantines. À partir de 1935, les rapprochements stratégiques entre socialistes et communistes conduisent à la création des fronts populaires
qui remporte les élections législatives de 1936 en Espagne et en France. Donc le gouvernement de Léon Blum inquiète la bourgeoisie, notamment par la mise en place des réformes sociales et notamment les fameux 15 jours de congés payés. Mais la police et l'armée restent fidèles à la République. Les ligues fascisantes sont dissoutes, les menaces semblent écartées.